Bonjour, bonjour. Alors, je vous filme d'abord parce que c'est agréable. Là, vous voyez, je suis sur le... je suis sur le fauteuil. Il y a du vent frais, mais il y a eu du soleil toute la journée. Regardez, je vous filme, le soleil se couche. Alors, il se couche tellement vite que j'ai pas eu le temps d'aller chercher le portable. En fait, il se couche pas, vous voyez. Il passe derrière la montagne. Donc, dans la vallée derrière eux, ils sont plein soleil. Et nous, ça va disparaître. Ce qui fait que l'avantage, c'est que quand on a une canicule comme on a eu 3 ou 4 fois cette année, en fait, le soleil est caché pendant plus d'1 heure le soir, ce qui fait qu'on est moins exposé au soleil et mais plus à la fraîcheur. Donc ça, je reconnais que c'est intéressant. Alors, par contre, l'hiver, c'est un peu embêtant. Mais bon, vous allez voir, voilà, il est quasiment disparu. Il fait jour, hein, ça c'est pas le problème parce que le soleil n'est pas couché, hein, il est simplement passé derrière la montagne. Voilà, vous avez vu comment ça s'est fait très rapidement, en quelques secondes en fait, en quelques dizaines de secondes. Et je vous le refilmerai entièrement. C'est assez marrant. Le matin, il se lève plutôt par là. Et le soir, il se couche directement là. On est exposé... c'est compliqué ici. On est exposé... Je crois que c'est... le nord est directement par là. Donc on doit être exposé nord-ouest. C'est pour ça que mes voisins qui ont leur porte d'entrée juste perpendiculairement à nous, eux, ils sont exposés sud-ouest. Alors évidemment, ils sont souvent dehors. Et je comprends. Ah, vous voyez, ça a pris moins d'1 minute. Hein, il était au 1/4 à peu près. Et donc voilà. Donc on va avoir toujours le jour, hein, parce que c'est pas l'heure qu'il se couche. Mais il est derrière la montagne. On est tranquille. C'est marrant parce que quand on voit des couchers de soleil en Afrique, on dit toujours c'est rapide et tout. Et vous avez vu, en fait, ça avance. Hein. Il est passé en quelques dizaines de secondes, en 1 minute et demie derrière la montagne. C'est assez rigolo. Voilà. Donc là, évidemment, on n'a plus que le vent frais qui vient du nord-est. Donc je ne vais pas rester trop longtemps sur... Parce que bon, on est quand même un petit peu en altitude et c'est sûr qu'on n'a pas les températures de la plaine. Hein. La semaine dernière, on a une nuit où on a eu déjà 3 degrés, vous voyez, à peine à mi-septembre. Et là-haut, je vous montrerai demain, parce que là, on ne voit plus, regardez, c'est marrant, parce que vous voyez les traces du soleil en haut des cimes, hein, là-haut. Vous voyez les traces du soleil, il passe par la petite ouverture, et vous voyez la trace du soleil qui inonde bien de ses rayons le haut des cimes en ligne droite. Voilà. Et par contre là oui, donc il a neigé, j'ai pas eu le temps de filmer la semaine dernière, donc il a neigé en fait avant le 15, le 14 je crois, et j'ai pas eu le temps de filmer parce qu'il y avait du brouillard et quand le brouillard s'est levé, évidemment c'était fondu. Mais je filmerai demain, vous verrez que le haut est bien marron. Et en fait, ça n'a pas attendu la neige pour devenir marron. Il a gelé déjà depuis au moins 15 jours là-haut, hein, parce que je vous rappelle qu'en face, c'est entre 2000 et 3000. Donc quand je dis 15 jours, je suis en dessous de la vérité. Ce qui fait que jusqu'à une certaine hauteur, mais je ne sais pas si vous voyez, vous verrez mieux demain matin parce que ça éclairera. C'est marron, c'est plus vert, c'est la gelée qui est passée. Et par là-dessus, la neige la semaine dernière. Donc c'est déjà bien grillé par le froid là-haut. C'est assez marrant. Mais l'année dernière, il avait gelé à peu près à la même époque, c'est-à-dire un petit peu avant le 15. Il avait neigé, je veux dire, un petit peu avant le 15, et sur des cimes là-bas. Mais c'était resté un peu plus longtemps. Voilà. Mais c'est vrai que comme on a eu les effets de l'ex-ouragan tempête Daniel, qui nous a brassé de l'air très très chaud, c'est pour ça que nous ici on a eu 27, 28 pendant 2-3 jours, mais en bas, dans la ville, ils ont eu plus de 30 encore. Donc ça, c'était début de semaine dernière ou en fin de semaine d'avant. Donc évidemment, c'est resté moins longtemps. Voilà, donc c'est sympa. Alors je ne sais pas ce que ça va donner parce que les prévisions à plusieurs mois, ils mettent en garde. Hein, ils disent bien qu'ils n'ont pas des modèles encore suffisamment efficaces pour garantir que ça va être ce que le modèle prédit. Mais il ne devrait pas y avoir trop de neige cet hiver, donc ça veut dire que tous les lacs d'eau qui sont partout vont être pompés pour faire de la neige. Alors c'est un petit peu embêtant parce que ça veut dire que ici, la neige quand même détruit tout un tas de bestioles. En particulier, je pense qu'il y a des tiques qui ne survivent pas. Et il y a un réchauffement, hein, parce qu'il fait l'hiver, il gèle pas très fort. Hein. On n'a même pas eu moins 10 l'année dernière la nuit. Ça descend rarement en dessous de moins 7, ce qui est quand même inconcevable si on remonte rien que 40 ans ou 50 ans en arrière, dans les années 80.
Donc c'est très très problématique. Alors par ailleurs, ceux qui connaissent bien, les glaciers n'ont jamais autant fondu que cette année. Donc c'est une catastrophe parce que vous savez qu'il y en a un qui s'est effondré en Italie, qui a glissé complètement, qui s'est effondré, parce qu'en fait, le truc, c'est que ça fait de l'eau en dessous, ça fond, donc l'eau tombe évidemment au fond en dessous, et ça finit par faire un espèce de patin, c'est comme l'aquaplaning, qui va entraîner tout le glacier. Hein. Donc il y en a un qui s'est effondré il y a 1 ou 2 semaines en Islande ou au Groenland, pas en Islande, au Groenland, et je crois. Et c'est le mois dernier qu'il y en a un qui s'est effondré en Italie. Alors heureusement, il n'y avait pas de village ou de ville en dessous. C'est pour ça que Chamonix et toutes les villes autour commencent ça fait des années qu'ils surveillent. Parce que si jamais le glacier glisse sur un Beauce, sur l'aquaplaning, en fait, je ne vous dis pas, imaginez la mer de glace qui, même s'il n'y en a qu'un bout, glisse, qui par endroit faisait 400 mètres d'épaisseur, mais elle fait plus que un peu plus de 300 mètres, ou plus pire. Mais imaginez les milliers, les dizaines de milliers, voire les centaines de milliers de tonnes de glace qui vont tomber. Il vaut mieux que ça roule là où il y a rien, parce que ça fera comme la ville qui est en bas, qui au 19e siècle, il y a eu un éboulement. Hein. C'est pour ça que vous voyez je vous montre la petite maison, donc c'est la chapelle Saint-Michel qui est juste en face, et vous voyez que c'est le résultat d'un éboulement, ce qui est là, hein, qui a été de plus haut, qui a été creusé de chaque côté parce qu'il y a des torrents partout. Et c'est le résultat d'un éboulement, mais qui remonte à plusieurs centaines d'années, puisque la chapelle Saint-Michel doit être du 15e ou 16e siècle, je ne sais plus. Et parce que enfin, les gens d'ici disent 1 heure de marche. Hein. Vous voyez, on part du bas. Je ne sais pas si vous voyez les petites maisons là, et en bas, on peut pas aller plus loin en voiture. Hein. Et il faut monter tout. Donc, faut monter tout là-bas. Hein. Vous voyez, il faut monter tout, très exactement tout ça. Alors les gens du coin disent 1 heure. Moi, je pense qu'il me faudrait un peu plus. Donc, alors il y a la messe 1 fois par semaine. Donc tout le monde est condamné à monter 1 heure avant. C'est pour ça qu'elle est à 10 heures le matin. Mais c'est compliqué. Donc vous voyez que ça résulte d'un effondrement, puisque c'est au 19e, hein, au début du 19e, dans la première moitié, qu'il y a eu un éboulement. On voit bien hein, les terres au-dessus des maisons qui sont en pente douce, et on voit bien qu'après c'est abrupt, hein, donc on voit bien que ça a glissé. Et il y avait que le clocher de l'ancienne église qui est passé. C'est ce qui explique que l'église ici n'est pas de type savoyard, n'a pas un clocher à bulbe, parce qu'elle a été inaugurée, je crois, en 1856. Hein, donc il a fallu tout refaire. Je ne sais pas s'ils ont déterré. En fait, je ne suis pas allé me renseigner à la mairie. Je ne sais pas s'il y a un petit livre ou tout. Et s'il y a des écrits, mais il y a au moins des renseignements. Et je ne sais pas donc s'ils ont cherché à déterrer les cadavres et tout. Je pense qu'il y a les gens des villages des alentours qui sont venus essayer de délivrer les gens qui étaient en dessous, mais c'est pas compliqué, c'est pas comme une maison qui s'effondre, si vous voulez. Vous n'avez pas de vide pareil, sauf s'il y a des gros rochers. Ici, c'est essentiellement sablonneux, donc voilà. Donc je suppose qu'il y a eu quelques survivants, mais j'en sais pas plus, je vous en dirai un peu plus. Et je sais pas donc s'ils ont... Je pense pas qu'ils aient tout dégagé, je suis pas sûr. C'est soit ils ont réussi à dégager, ils ont tout reconstruit, soit ils ont reconstruit dessus. Mais en fait, il faut jamais me renseigner à la mairie. Donc par contre, vous voyez que les maisons là... la chapelle Saint-Michel, eux, sont passés à l'écart. Donc je pense que c'est venu plutôt de là, du milieu. Hein, du milieu ou plus là. Pardon. Voilà, plus par là. Hein. Bien qu'on voit qu'en bas, oui, c'est peut-être ça, parce qu'on voit qu'en bas, vous voyez, c'est abrupt et puis il y a une coulée. Donc c'est peut-être là que ça a coulé. Mais pour ça, il faut avoir les renseignements, il faut que j'aille à la mairie. Donc il faut que j'ai un peu de temps, quitte à ce que je prenne rendez-vous avant. J'ai pas trouvé, c'est curieux, hein, j'ai pas trouvé de bouquins qui le décrivent. Vous avez des tas de bouquins sur la Savoie, sur les chemins de randonnée, sur etc. Vous en trouvez beaucoup plus difficilement sur l'histoire, alors que c'est quand même assez unique, puisque la Savoie, comme le comtat venessin, c'est par vote. Alors les Savoyards ancrés ils disent que ça a été trafiqué, mais c'est quand même par vote hein, pour adhérer à la France et quitter le royaume de Savoie. Il faut dire que le duc de Savoie ou le roi de Savoie après n'était plus en Savoie, était vraiment en Italie.
Sinon, il a été à Chambéry, il y a toujours le château. Je sais pas s'il y a le château à Chambéry, mais il y a toujours le château à Annecy. Voilà. Voilà. Et on trouve finalement très peu d'histoire, pas tant que ça de bouquins d'histoire. À l'inverse, ça serait intéressant parce qu'à l'inverse, Genève, à la Révolution, a demandé à la Révolution de faire un référendum pour se rattacher à la Suisse et quitter la France. En fait, le référendum a été majoritaire. C'est comme ça que Genève est en Suisse actuellement. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a autant de francophones, parce qu'il y en avait beaucoup moins. Vous savez qu'ici, en fait, hein, bon, on va pas parler de la guerre d'Ukraine, mais si on veut faire le même système, vous savez qu'il y a environ 5 millions de Belges qui parlent le français, puisque la Belgique est une création artificielle pour arrêter les conflits entre les Pays-Bas et la France. Donc on a pris le sud des Pays-Bas, le nord de la France, et puis on a créé un pays. Et c'est pour ça que la famille royale est très importante en Belgique, parce que c'est vraiment le ciment pour qu'ils restent ensemble, parce qu'il y a de chaque côté, wallon ou flamand, des partis qui veulent se séparer, au nord retourner en Hollande et au sud être réattachés à la France. Et c'est vraiment la famille Bell qui maintient le ciment entre les deux, qui maintient l'unité de la Belgique, et qui se fait un devoir de savoir parler couramment les deux langues. Voilà. Alors je ne sais pas s'ils parlent allemand, parce qu'il y a une communauté allemande hein, dans le Luxembourg belge. Ils sont très peu nombreux, ils sont 75 000 à peu près. Hein. Vous avez les trois communautés linguistiques, c'est ça. C'est les Flamands qui sont entre 5 et 6 millions, les Wallons qui sont entre 4 et 5 millions, et les Allemands, les Belges allemands, les Luxembourgeois belges, si vous voulez, qui sont 75 000. Voilà. Et donc, vous avez le Luxembourg, ils sont mitigés, ils sont totalement francophones, ils apprennent les deux langues, parce que toute l'administration et tout se fait en français, et dès l'école, en fait, ils apprennent les deux langues. Hein. Il y a certaines matières qui sont en français, d'autres en langue luxembourgeoise. N'allez pas dire que c'est de l'allemand, parce que là, vous allez vous faire éjecter. Ils en ont trop bavé des deux guerres, les luxembourgeois. Donc, ne leur dites surtout pas que c'est une langue germanophone, etc. Dites que c'est de la même famille de langues, éventuellement, et parce qu'ils ont un très très mauvais souvenir des deux premières guerres mondiales, des deux guerres mondiales, et en particulier de la deuxième. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils se font fort de maintenir les deux langues. Hein, les deux langues sont obligatoires. Vous avez après, donc vous avez la Suisse, où ils sont 1,7 million, les francophones, en particulier depuis que Genève a demandé à adhérer. Donc la Savoie et la Haute-Savoie, tout ça, ben oui, évidemment, ils sont basculés, ils parlent entièrement français. Je crois qu'il y a un langage toujours, le Savoyard, mais je ne sais pas. Et une bonne partie du nord de l'Italie, il y a une très forte minorité francophone. Il faut dire qu'ils n'hésitent pas à venir depuis des générations, depuis quasiment le 19e et le vote. Ils n'hésitent pas à traverser la frontière pour venir travailler suivant les aléas politiques. Donc, il y a une très forte communauté francophone, on ne le sait pas, au nord de l'Italie. Ce qui fait qu'on pourrait récupérer, si on était comme notre cher Vladov, dans la Fédération de Russie, on pourrait dire, ben voilà, donc on les récupère, et ce qui nous ferait autour de 7 à 8 millions de francophones en plus, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc on passerait tout de suite à 75 millions ou 76 millions d'habitants. Voilà. Alors sans compter après, ben, on va rajouter l'Afrique du Nord, hein. On va rajouter les pays d'Afrique centrale, on va rajouter, il n'y a pas de problème. Hein. Vous voyez, si on veut avoir la même politique que la Fédération de Russie, vous voyez ce qu'on peut faire. Hein. Ouais, mais là, ils parlent français. Ben oui, il y a, je ne sais plus combien, il y a une trentaine de pays qui ont comme langue officielle le français. Soit que le français soit de plusieurs. Et je ne compte pas l'Algérie, parce que l'Algérie, même si c'est les plus francophones, il y a toujours des conflits depuis la colonie, il faut qu'ils s'en remettent, le français n'est plus langue officielle. Bien qu'une bonne partie des cours se fassent en français et tout. Les Égyptiens veulent basculer aussi dans l'apprentissage du français. Hein. Je sais qu'il y a 1-2 ans, mais bon, il y a eu tout un tas d'ennuis actuellement. Ils voulaient enseigner le français dès la première année d'école. Voilà. Il faut dire que les Français ont fait beaucoup pour l'Égypte, ont toujours été présents. Hein. Vous savez, les deux villes qui ont été trouvées dans la mer, notamment, j'ai oublié le nom, qui étaient recherchées. Et c'est encore des Français qui l'ont trouvé, exactement comme le phare d'Alexandrie. Hein. Exactement comme... Enfin bon, ils sont très très présents. Hein. Les Allemands sont présents. Les Américains, beaucoup moins. Mais les Français ont toujours été très présents en Égypte.
et quelque part pour l'Égypte, pour mettre le passé en valeur. Il y a beaucoup moins de choses qui ont été ramenées que dans d'autres pays, il faut être lucide. Par exemple, le trésor de Psousénès Ier que l'égyptologue Monté, je crois, Pierre Monté, a trouvé en février 1941, qui est tout à fait comparable au trésor de Toutankhamon, et dont on parle très peu parce qu'il a été découvert pas en février 41, en février 40. Donc vous imaginez que tout le monde était occupé par autre chose en février 40. Hein. Est tout à fait comparable. C'est même les seuls où il y a le pharaon Psousénès a un cercueil d'argent. Ils sont plusieurs. Il y a 3 cercueils d'argent. Or, il faut savoir que si l'or était courant en Égypte, hein, dans le sud, il y en avait beaucoup, ils n'avaient pas d'argent. Il fallait qu'ils le fassent venir de l'Asie, du Moyen-Orient, mais vraiment au nord. Et donc, l'argent coûtait plus cher que l'or. Et là, le cercueil de Psousénès, fait 90 kg, est un cercueil en or massif, 90 kg, entièrement ciselé. C'est une merveille. C'est là que le plus gros bijou a été trouvé. Il fait quand même, je crois qu'il fait 23 kg. En or, en pierre précieuse ou semi-précieuse. Donc je pense que c'était ça devait être le pharaon Psousénès qui le portait autour du cou, ça calmait. Hein. Donc on dit souvent, beaucoup d'égyptologues disent que le trésor de Psousénès Ier, qui est maintenant vachement mis en valeur dans le nouveau musée de la civilisation égyptienne au pied des pyramides, et qui a coûté $1 milliard, qui est maintenant mis autant en valeur, parce qu'avant il était dans des salles du fond dans l'ancien musée parce que c'était trop petit. Et certains égyptologues disent que il a encore plus de valeur que le trésor de Toutankhamon. Surtout qu'il faut préciser que Toutankhamon, lui, on a trouvé des bijoux mis dans des espèces de sacs, c'est-à-dire que des cambrioleurs sont passés, mais ils ont été chopés. Donc on ne sait pas s'il y a tout ou pas. Alors que la tombe de Psousénès Ier à Tanis, elle était absolument intacte. Elle n'avait jamais été fouillée ni quoi que ce soit. Donc c'était un des grands rois du Nouvel Empire, hein, puisqu'il avait réuni l'Égypte du Sud et l'Égypte du Nord. Et il était très très riche. Quand on voit le trésor, il était forcément très très riche. Donc il a régné longtemps. Hein. Psousénès Ier a régné très longtemps, il a régné plus de 30 ans. Et c'est lui qui a fait dépasser Pi-Ramsès, la maison de Ramsès, qu'on cherchait, donc c'est-à-dire la ville de Ramsès II. Il l'a fait démonter et remonter en grande partie à Tanis. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de statues à l'effigie de Ramsès. On a fini par comprendre. Donc il y a toutes les fondations hein, où il y avait Pi-Ramsès, donc on ne comprenait pas, mais il n'y avait rien qui dépassait. Et en fait, Psousénès a fait démonter la ville, parce qu'en fait Pi-Ramsès était monté sur un des bras du Nil dans le delta. Or, les bras du Nil, au cours de l'histoire, ont énormément varié. Actuellement, il n'y en a plus que 2. Dans la plus grande partie, dans des pharaons, il y en avait jusqu'à 4 ou 5. Et donc, Pi-Ramsès avait été monté sur un ancien des bras libres du Nil, avec port et tout. Puis, ça s'est ensablé. Et donc, Pi-Ramsès a été un peu abandonné et tout. Et c'est pour ça que Psousénès l'a fait démonter et remonter à Tanis, qui était à ce moment-là au bord d'un bras qui, lui, était actif. Voilà, donc le site de Tanis, on commence simplement à le découvrir. Donc, vous savez, on le connaît entre autres par les aventuriers de l'Arche perdue, mais voilà. Et Pierre Montet a vraiment découvert la tombe de Psousénès et je crois d'un autre pharaon, d'un des généraux, parce que Psousénès a accordé la grâce d'être momifié et enterré avec lui. Donc il y avait son épouse, puisque au total il y a 3 cercueils d'argent massif, hein, on n'en a trouvé que là. Et des bijoux incroyables. Alors le problème, c'est qu'il y a, même si ça n'a jamais été pillé, il n'y a aucun mobilier de bois qui reste, parce que c'était beaucoup plus humide que dans la vallée des rois, qui est extrêmement sèche, donc qui est creusée dans le calcaire. Hein, donc comme il n'y a pas vraiment beaucoup de grottes naturelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'eau, donc là tout avait été préservé à Toutankhamon. Donc ce qui veut dire que il y avait au moins un trésor, au moins comparable, mais certainement plus important, d'objets en bois et tout. Donc on a retrouvé tout ce qui était en métaux précieux, en or et tout, les bijoux, etc., les cercueils et tout, mais en bois et en autres, en tissu, on n'a absolument rien retrouvé, puisque c'était trop humide. C'est pour ça que les momies ont été très mal conservées. Donc c'est l'autre grand trésor, Toutankhamon, qui a été trouvé 19 ans plus tard, je crois, et qui est tout à fait comparable, voire pour certains égyptologues plus important, puisqu'il y a que là qu'on a trouvé des cercueils d'argent et que l'argent valait beaucoup plus cher que l'or.
à l'époque. Donc voilà, je ne sais plus pourquoi je vous disais tout ça, mais ça je me laisse avoir. Je suis parti de... on a parlé de la Fédération de Russie, parce que, bah oui, avec toutes les communautés francophones qu'il y a autour de la France, et il y en a une très importante minorité francophone au nord de l'Italie. Donc on pourrait faire pareil et tout revendiquer. Oui, j'en étais à effectivement revendiquer tous les pays, et que donc la francophonie, contrairement à ce qu'on pense, est très développée. Il faut arrêter de croire qu'il n'y a que l'anglais. Si le français est moins langue de diplomatie, ce qui n'est pas le cas pour tous les pays, il faut savoir que c'est devenu la langue civilisationnelle, et l'anglais la langue de commerce. J'explique que vous avez encore des dizaines de lycées de français partout, et que par exemple, on observe depuis 2-3 ans, une folie de retour du français aux États-Unis du Sud. Pourquoi? Parce que les États-Unis et le Canada, c'était la Nouvelle-France, hein, la France possédait tout. Il n'y avait qu'un seul au début évêché qui était l'évêché de Québec, je ne dis pas. Donc on parle souvent de la Louisiane, mais non, c'était tous les États-Unis, et quasiment tous les États-Unis et tout le Canada. C'était ça la Nouvelle-France. Et donc les Anglais à un moment ont déporté les Cajuns, qui sont en Amérique du Nord, c'est-à-dire essentiellement au Québec et en Colombie-Britannique à côté. Colombie-Britannique. Mais non, Colombie-Britannique, c'est où il y a Vancouver. Ah ben, je ne trouverai pas la province qui est à côté, qui est au nord le Labrador, et à l'ouest le Québec, ça me reviendra. Ou à dire la communauté francophone, c'est la plus grande partie des Cajuns, qui ont été déportés par les Anglais, qui ont fait un monument seulement dans les années 2000, n'est-ce pas, pour reconnaître les déportations, les tortures des Cajuns. Et donc, là, pas les Acadiens, l'Acadie qui est au Canada, donc ce sont des Acadiens déportés, donc la plus grande communauté se trouve à côté de la province, à côté du Québec, à l'ouest, et au Québec, qui sont devenus les Acadiens déportés, je m'excuse, déportés par les Britanniques, torturés, les Cajuns dans le sud des États-Unis, et beaucoup s'étaient anglicisés, surtout que, avec la Seconde Guerre mondiale et tout, c'était une tare de parler français et tout. Et là, il y a un retour. C'est-à-dire, ils veulent retrouver leur culture, leur langue. C'est vraiment un accent très fort. Hein. Je ne vous dis pas, les Acadiens, moi, au Québec, je reconnaissais, c'était les seuls que j'avais du mal à comprendre. Hein. Même mon patron, qui était de la vieille ville de Québec, avait un accent profond. J'ai mis 3 semaines, mais j'y suis arrivé. Et les Acadiens, je ne vous dis pas, c'est dur. Même les Québécois ont parfois du mal à le comprendre. Et donc, ce qui explique que les Cajuns, ils aient un accent terrible, qui est génial, mais il y a toute une culture, des chants et tout, et il n'y a pas actuellement d'assez de profs de français Cajun pour enseigner. Il y a vraiment une folie chez les Américains de tous âges, parce que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, plusieurs centaines de milliers de jeunes qui veulent maintenir le français aux États-Unis du Sud, et ça a toujours été, c'est toujours le cas. Et actuellement, ce sont les adultes, des gens âgés, des gens de 40 ans qui veulent retrouver la racine cajine française. Il faut savoir qu'également, il y a quand même un certain nombre de tribus amérindiennes aux États-Unis qui ont un patois français, parce que les Français n'ont jamais fait comme les Anglais, les ont jamais persécutés, mais ont appris de leur savoir, ont commercé avec eux. Quand on regarde le Québec, un quart des Québécois ont des racines amérindiennes, exactement comme un quart ont des racines bretonnes, 85% des racines françaises. Donc ça n'a jamais été comme les Anglais. Hein. C'est quand les Anglais finissent par tout prendre, y compris ce que les Hollandais ont colonisé, puisque New York au départ s'appelait New Amsterdam. Et là, ils ont persécuté, ils les ont exterminés, ce qui n'a jamais été le cas au Canada, à part les Hurons qui ont pris fait cause pour les Anglais, on ne sait pas encore pourquoi, mais c'est les seuls. Mais ça s'est toujours très bien passé. Et il y avait les consignes de Samuel et Champlain. Et effectivement, dans les histoires de colons au Canada et tout, vous avez toujours en général 2 copains, un Amérindien et un Français. Ce que vous ne trouvez absolument pas aux États-Unis, où on oublie la colonie française, où c'était comme ça. Hein, c'est Joliette, un Français qui a exploré le premier le Mississippi, par exemple. Hein, sa maison est toujours à Québec, au XVIe siècle, au XVIIe. Bon. Il n'y a pas que des rues à nom françaises à la Nouvelle-Orléans. Hein. Vous regardez, il y a tous les noms qui terminent en ville aux États-Unis. Voilà, il y a beaucoup de villes fondées par les Français. Hein. Vous avez déjà 14 Versailles, hein, pour commencer. Bon. Commencez par Détroit. Détroit, ça a été fondé par des Français, ça veut tout dire.
hein, c'est le détroit entre deux des grands lacs. Hein. Donc voilà. Et vous en avez des tonnes comme ça. Voilà, donc ça s'est pas du tout passé pareil avec les Amérindiens et avec les Français qu'avec les Anglais. Hein. Là c'est une question de lucidité. Les Amérindiens n'ont jamais été en danger au Québec, par exemple. Hein. D'ailleurs, ils revendiquent leurs racines amérindiennes jusqu'au 12e, je crois. Parce qu'ils payent moins d'impôts. Donc, ils payent moins d'impôts, ils ont des prix sur les cigarettes. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs qu'il faut valoir. Mais les Québécois sont des brouillards. Et donc voilà. Et voilà. Donc vous voyez, on est parti de la Savoie du cocher de soleil. Je suis allé à l'histoire de la Savoie, donc qui ont voté avec le comte Vénécin pour être attachés à la France. À la différence de Genève et son arrondissement qui, à la Révolution, ont voté l'inverse pour être attachés à la Suisse. Il faut dire que la Révolution c'est peur quand même. Voilà, et puis donc on en est arrivé à la guerre en Ukraine, la fédération de fusils. Ouais, on a des Russes là, des russophones. Hein. Ben, être russophone, ça ne veut pas dire être russophile. Hein. Être russophile, c'est être passionné de la civilisation russe. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on parle russe. Être russophone, ça veut dire qu'on parle russe, mais comme on parle une autre langue. Hein. Les Belges, ils n'ont pas du tout envie d'être attachés à la France. Ils sont bien en Belgique et je les comprends. Voilà, c'est leur pays, etc. Donc c'est pas pour autant qu'ils vont renier et apprendre une autre langue. C'est leur langue. Voilà. Bon. Mais ça, bon, voilà. Donc c'est un des points communs d'ailleurs de notre cher Vladov avec notre moins cher Adolf Hitler. Voilà, ben sur ce, j'ai divagué dans tous les sens, il commence à faire frais. Voilà, vous voyez que le soleil n'est pas couché, hein, il est toujours derrière la montagne. Donc c'est vraiment intéressant pour nous l'été. D'ailleurs, on est en automne depuis 2 jours. Et le soleil n'est pas couché, hein, derrière, dans la vallée de l'autre côté, ça c'est derrière c'est la route qui mène vers Beaufort. On peut aller par Beaufort, par Albertville, mais c'est beaucoup plus joli par l'autre côté. Par les efforts, parce que quand vous passez derrière un peu de creux là, c'est toujours d'ailleurs la ville, hein, c'est là que vous avez les sommets à 3400 et 3800 mètres, et vous avez, ça donne à la vallée ouverte, ça mène à la vallée des glaciers, mais si vous prenez sur la gauche et pas sur la droite pour la vallée des glaciers, vous montez à Beaufort. Et là, c'était si vous voulez revoir, c'est la vidéo qu'on avait fait l'année dernière, où vous voyez des cascades, le barrage de Roseland qui est en train de se remplir, les bords des routes où il y a 1,50 m, 2 mètres de neige, parce qu'on est autour de 2000 mètres, et ça c'était mi-juin ou fin juin hein, qu'on est allé l'année dernière. Voilà, donc on vous retrouverait dans les vidéos. Et donc eux, ils ont le soleil. Voilà, il n'est absolument pas couché. Mais nous, c'est vrai qu'on est ben là, il commence à faire frais, donc on apprécie moins, mais c'est vrai que l'été, on apprécie beaucoup. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout. Et je vous dis après mon blabla, à très bientôt, bye.